Moi, les expériences que j'ai pu faire par le passé qui ont vraiment fonctionné en agile, c'était parce que les dirigeants étaient convaincus de la méthode. Quand ta direction ne suit pas, elle va t'amener à faire un budget en mode cycle en V, ce qui rend impossible le fait de rester en agile. Elle va te demander un planning très longtemps à l'avance sur lequel tu n'as pas la possibilité de changer, très précis, effectivement. Ça non plus, ça permet pas d'être en agile. Ils se mettent en agile, ils essaient. Et puis de toute façon, c'est le principe en agile. Ils vont donner un feedback à la fin et puis ils diront ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que par l'exemple, c'est ça qui va réellement arriver à convaincre les personnes qui sont dans les équipes. Quand tu as un développeur dans une équipe de 10 qui potentiellement a des réticences, le reste de l'équipe en fait va le faire progresser. Quand tu as un dirigeant, un DG, un PDG qui est contre, il y a personne en fait qui va aller au front pour le faire changer. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau moment agile avec Olivier Conque d'Action Agile. L'agilité est apparue il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Malgré le fait qu'elle soit démocratisée, un très grand nombre d'organisations qui sont complètement hermétiques et ne savent même pas ce que c'est réellement. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les principaux freins de l'agilité et comment peut-on les faire sauter ? Les principaux freins de l'agile, il y en a un petit paquet quand même. Après, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, mais je pense que aujourd'hui le frein principal, c'est le mindset en fait, parce que la plupart des gens, que ce soit aussi bien dans les directions, mais c'est vrai aussi dans les équipes, pour certains, ils ont appris à l'école à gérer des projets un peu en mode, tu vois, à l'ancienne, où on veut tout contrôler. Faut que tout soit écrit très longtemps à l'avance. Et les gens sont pas forcément prêts à lâcher ce contrôle. C'est spécialement vrai chez les dirigeants. Et en plus, le fait de lâcher le contrôle, c'est souvent vu comme étant une faiblesse. Et du coup, ça fait que, spécialement quand t'es dirigeant, tu veux faire plaisir à ton chef. Et donc, du coup, tu vas vouloir donner absolument quelque chose qui est sous contrôle, comme on adore dire en entreprise, très détaillé. Tu vas pouvoir donner un suivi de ton planning, de ton budget en permanence. Ça fait plaisir à tout le monde. Sauf qu'en réalité, ça fonctionne pas. Et puis, c'est anti-agile. Et puis, on se rend compte bien souvent que déjà pour faire ça, il faut, sur des projets un peu importants, il faut une armée de personnes en fait pour arriver à suivre le tout. Ça coûte extrêmement cher. Et puis le problème, c'est que plus tu fais ça, plus tu es dans le contrôle, plus ton cadre il est fixe. Cadre fixe égale pas agile. Ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est un premier souci. Je pense qu'un deuxième souci, c'est nos dirigeants malheureusement, qui eux aussi ont un problème de mindset parce qu'ils comprennent pas très bien à quoi ça sert d'être en agile. Pour eux, c'est un peu un délire de l'informatique ou une mode, tu vois, de tous ces barbus informaticiens qui sont encore en train de nous faire un truc bizarre. Ils comprennent pas que en fait ces changements de méthode, c'est pas pour l'informatique, en réalité c'est pour l'entreprise elle-même. Malheureusement, ils ont de mauvaises habitudes qu'ils ont pris à l'école, et si t'as pas une ouverture d'esprit suffisante, c'est difficile d'aller tester un modèle qui n'est pas celui que t'as toujours appris et que potentiellement t'as toujours utilisé dans ta carrière. Donc je pense que les plus gros freins, c'est ça aujourd'hui. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont fait une transformation agile. Très souvent, c'est circonscrit à l'info. Et ça crée des problèmes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand ta direction elle suit pas, elle va t'amener à faire un budget en mode cycle en V, ce qui rend impossible le fait de rester en agile. Elle va te demander un planning très longtemps à l'avance sur lequel t'as pas la possibilité de changer, très précis, effectivement. Ça non plus, ça permet pas d'être en agile. Moi, les expériences que j'ai pu faire par le passé qui ont vraiment fonctionné en agile, c'était parce que les dirigeants étaient convaincus de la méthode. Et je pense que c'est le seul moyen, aujourd'hui en tout cas, d'arriver à avoir un fonctionnement en agile vraiment efficace. C'est que tout le monde en soit convaincu et que du coup, les dirigeants lâchent un peu le contrôle sur les équipes et puis sur certains sujets. Tu vois, ça implique par exemple que quand tu vas faire ton développement en agile sur un produit, ça implique que tu sais pas très longtemps à l'avance quel est le produit que tu vas sortir. Mais tu dois quand même avoir confiance parce que les méthodes agiles prévoient du feedback régulier qui vient de tes clients notamment. Donc ton produit, oui, il va évoluer. Et non, tu peux pas prévoir ce qui va être. Mais ce qui sera à la fin, c'est quelque chose qui correspond aux attentes de tes clients. Et a priori, c'est quand même ça qu'on cherche dans une entreprise. Ok. Tu as parlé un petit peu des dirigeants, mais est-ce que le frein peut pas être aussi des fois des collaborateurs ? Ça peut être vrai, mais je pense pas que ce soit la majorité, et spécialement parce que je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que
Dans l'informatique, ça fait quand même longtemps que les méthodes agiles existent. Tout le monde en parle aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de développeurs qui n'aient pas déjà travaillé en agile. Et je pense que pour la plupart, quand ils l'ont fait, ils ont compris en tout cas ce que ça pouvait leur apporter à eux. Donc je pense pas qu'il y ait forcément beaucoup de freins dans les équipes en elles-mêmes. En plus, c'est plutôt des équipes jeunes. Enfin, tu vois, la population de développeurs, elle est quand même relativement jeune. Donc c'est des gens qui savent s'adapter. Et puis, quand tu as un développeur dans une équipe de 10 qui potentiellement a des réticences, le reste de l'équipe, en fait, va le faire progresser. Quand tu as un dirigeant, un DG, un PDG qui est contre, il y a personne, en fait, qui va aller au front pour le faire changer, et ça va rester un frein, du coup. Ok. Est-ce que l'agilité peut s'appliquer à n'importe quel domaine d'activité? Si on est dans l'informatique, n'importe quel type de produit, imaginons un produit qui sera plus hardware, où il y aura des microprocesseurs à coder, plutôt que du web ou plutôt qu'autre chose, d'applications mobiles? Non, je pense que ça peut s'adapter à ce type d'environnement. Après, tu n'utilises pas forcément les mêmes frameworks pour toutes les activités. Tu vois, Scrum, qui est le framework qui est largement le plus connu, c'est très adapté à du produit notamment, et spécialement parce que ça fonctionne par fenêtre de temps qu'on appelle des sprints, qui sont sur quelques semaines, sur une activité qui serait soit une activité d'infra effectivement, soit une activité de maintenance par exemple, sur lequel tu peux pas avoir des fenêtres de temps de 2 semaines parce que par définition tu sais pas forcément à l'avance ce qui va arriver, spécialement dans la maintenance. T'as d'autres méthodes, t'as le Kanban par exemple qui est assez connu, qui lui permet de gérer le flux tendu, et d'ailleurs ça s'appelle une méthode en flux tiré, et ça permet de gérer ça. Donc oui, je pense que ça peut s'adapter enfin c'est pas que ça peut s'adapter, mais ça peut sous-tendre effectivement des activités d'infra ou des activités de maintenance, ça oui. Après, la question que j'entends souvent, c'est est-ce que ça peut fonctionner dans des équipes marketing, dans des équipes commerciales ou autres. Alors là, c'est potentiellement plus complexe. J'avais rencontré un coach agile dans le groupe La Poste qui avait mis ça dans les équipes marketing et ça fonctionnait plutôt bien. La difficulté, c'est que t'as moins de feedback en fait régulier, donc c'est plus difficile de tenir des sprints et d'en avoir réellement une valeur en fait que t'en ressors. Cela étant, ça avait bien amélioré leur manière de communiquer. Donc eux, ils trouvaient que c'était plutôt vertueux. Après, je pense qu'il faut un peu se méfier de ça, c'est-à-dire que faire de l'agile pour de l'agile, je suis pas sûr, quoi. Je pense que c'est bien de mettre de l'agile quand ça fait sens et quand ça peut améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Après, mettre de l'agile parce qu'on veut absolument faire de l'agile, je suis pas sûr que ça a un sens en soi, quoi. Là-dessus, j'ai une anecdote. C'est une amie qui travaille dans une start-up, mais elle est à la compta. Et du coup, enfin, elle voyait donc les développeurs dans l'entreprise, faire des boards Kanban et compagnie. Ils sont là dans le board tous les matins. Et elle s'est posé la question, mais c'est quoi ça? Et elle leur a posé la question, ils ont leur expliqué. Et elle a essayé, en tout cas, de mettre en place des tâches pour ses collaboratrices et d'avoir un daily finalement devant ce board tous les matins. Et ça a complètement révolutionné en fait leur façon de travailler. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais en fait, c'est pas tellement l'agile au final qui est derrière ça. En agile, on utilise beaucoup le management visuel. Et ça, par contre, le management visuel, je pense que partout où il y a des équipes, ça peut être utilisé. Donc ça, oui. Mais l'agile à proprement parler, pas nécessairement. Tu vois, par exemple, c'est difficile de mettre des équipes en agile quand elles sont complètement dépendantes de fournisseurs externes qui eux travaillent pas forcément en agile. Faire ça, je suis pas sûr que ça ait un sens, par exemple. Mais voilà, je pense qu'il faut choisir son framework en fonction de ce qu'on fait comme type d'activité. Par contre, effectivement, le management visuel, le fait de se voir tous les jours, ce genre de pratique, ça, ouais, c'est utile pour tout le monde. Ok. Si on devait synthétiser et conclure quels sont les freins ou comment peut-être casser ces freins-là, qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça? Je pense que faut commencer par essayer de convaincre, mais ça suffira jamais. Ce qui est le plus important, c'est de faire expérimenter les gens, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est quand tu as la possibilité de leur faire tester sur un ou plusieurs sprints, si on prend le cas d'une équipe de développement. Ils se mettent en agile, ils essaient. Et puis, de toute façon, c'est le principe en agile. Ils vont donner un feedback à la fin, et puis ils diront ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, et puis ça va s'améliorer petit à petit. Je pense que par l'exemple, c'est ça qui va réellement arriver à convaincre les personnes qui sont dans les équipes. Okay. Parce que les grandes présentations un peu théoriques, c'est bien, mais ça a quand même beaucoup de limites. Faut que les gens sentent ce qui se passe dans une équipe agile et qu'ils sentent que ça va améliorer leur quotidien aussi.
Et donc ça passe par l'expérience. Donc, et c'est bien pour ça d'ailleurs que quand on fait une transformation agile, en général, on commence par prendre des équipes, on commence à les mettre dans un mode agile, on améliore petit à petit, puis après on fait grossir de plus en plus. Mais parce que tu vois, ça part de l'expérience, et puis une fois que tu as fait ça, t'as les premiers qui sont passés dessus, qui à la fin finissent par être convaincus par la méthode, vont aller le vendre aux autres. Ça aussi, ça aide. Donc ça, je pense que c'est le meilleur moyen. Après, il y a une question vis-à-vis des dirigeants. Vis-à-vis des dirigeants, je pense que la meilleure manière, c'est de leur expliquer la valeur ajoutée pour leur entreprise, en fait, de passer en agile. Ok. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Merci beaucoup, Olivier, et à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.